Voilà, bonsoir à tous. Je suis aujourd'hui dans le centre de Paris, dans le 3e arrondissement, et je suis là pour vous présenter une initiative, une entreprise même, je pense qu'on peut dire ça, parce que c'est 2 créatrices d'entreprises qui ont créé la rue du Made in France, donc c'est la rue dans laquelle je me trouve. Et cette rue a pour vocation de promouvoir l'artisanat français, sous toutes ses formes d'ailleurs, vous allez voir. Et je connais un petit peu la créatrice, puisqu'on fait un cursus ensemble, mais je vais vous laisser rencontrer. Elle s'appelle Virginie et elle a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Bon alors Virginie. Alors, dis-moi plus. Je suis prête. Dis-moi plus. Alors, qu'est-ce que c'est que la rue du Made in France? Alors qui tu es déjà? Parce qu'on se connaît un petit peu. Donc Virginie Millet, je suis entrepreneur depuis peu. C'est la première fois? C'est la première fois, c'est la première création d'entreprise. Je suis en cours de création d'entreprise d'une SASU dans le cadre justement de la création de cet événement qui s'appelle la rue du Made in France. J'ai démarré, j'ai une associée. On a commencé à créer à partir du mois de février cette année, en 2018, tout début février. Et donc on a créé cet événement avec l'idée justement de donner une visibilité à toutes les marques Made in France, parce que souvent c'est des petites boîtes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui seules n'arrivent pas à générer des retombées médias. Et l'idée de cette rue justement c'est de fédérer. L'idée de cette rue, c'est de fédérer tout le monde, de rassembler les marques et de faire la communication pour elles et de faire en sorte que... Un peu comme une boîte de com qui aura une thématique principale qui est de bosser pour les artisans du Made in France. Une boîte de com mutualisée pour faire en sorte de donner de la résonance à tout ce collectif du Made in France. Ok, super. Et donc, ce que je te disais tout à l'heure, je crois que c'est né d'une rencontre. Alors, c'est né d'une rencontre, effectivement. C'est vraiment des passionnés de Made in France qui ont eu cette idée-là, en se disant, aujourd'hui, il y a un salon du Made in France qui existe, mais par exemple, si on cherche à un moment un produit fabriqué en France, je prends l'exemple d'une chemise, et je te mets au défi de chercher une chemise Made in France dans Paris, ce que j'ai fait récemment. Eh bien, tu n'en trouves pas. 100% Made in France, pas juste transformé, parce qu'il y a une vraie opacité sur le Made in France. C'est un vrai problème, ça. C'est un vrai je pense problème. Que ça fait partie des axes aussi. Complètement, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, l'étiquetage d'origine n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que pour un produit alimentaire, tu es obligé d'étiqueter, de dire exactement tout ce que tu fais. Par contre, pour un produit, par exemple, textile, tu n'es pas obligé de préciser la provenance. D'accord. Donc, c'est un vrai souci parce qu'aujourd'hui, on a des marques qui surfent sur le fait que elles ont un nom français, elles font croire qu'elles sont produites en France, donc elles ont toutes français, sauf qu'elles produisent pas en France. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui nous plaît pas vraiment, dans le sens où nous on veut une démarche de transparence pour le consommateur et on milite pour ça et faire en sorte que quand un consommateur achète un produit cher en se disant c'est du Made in France, il faut qu'il ait vraiment un produit Made in France. Donc nous on milite tout simplement pour des démarches qui sont claires. Des démarches qui ne sont pas qui sont pas dans le mensonge par rapport aux consommateurs. Beaucoup de transparence. Beaucoup de transparence. En fait, l'idée évidemment, c'est de rapprocher l'imaginaire du consommateur, parce que quand il voit Made in France affiché, il se dit c'est 100% créé ici. Je veux dire, c'est mon atelier du coin. Quand il voit un nom comme, je prends un exemple comme Mont-Saint-Michel. Si je prends un exemple comme, quand le consommateur voit une marque comme Mont-Saint-Michel, par exemple, il se dit, c'est fabriqué en France, donc effectivement, je vais payer 300 € pour acheter mon sweat ou ma chemise Mont-Saint-Michel. Sauf qu'il va se payer ce prix-là, et ce produit, il peut être fabriqué en Chine ou ailleurs en Europe, alors ce qui est pas un mal en soi, mais par contre, ce consommateur, il est trompé, parce qu'il paye le prix, et en fait, c'est un produit qui est fabriqué complètement ailleurs. Donc nous, on milite justement pour faire en sorte qu'on ait de la transparence et que le consommateur sait ce qu'il achète pour le prix auquel il l'achète. Et l'objectif justement de cette rue du Made in France, bien évidemment, c'est l'aspect commercial, faire en sorte que les petites marques et les plus grosses puissent vendre leurs produits. J'ai vu qu'il y avait Jacquard Français qui est quand même qui est une référence en la matière. Mais surtout, on veut sensibiliser le grand public à cette problématique et se dire, regardez vos étiquettes et achetez du vrai Made in France et
ne vous faites pas tromper par certaines marques qui se revendiquent Made in France mais qui ne le sont pas du tout. Et surtout, dans la rue, on a sélectionné vraiment des marques qui ont une démarche qui va au-delà du Made in France, qui ont le souhait vraiment d'avoir une vraie démarche, des vraies valeurs. Par exemple, je pense à une marque qui s'appelle 1083, qui est là-bas, non ? Ouais, qui est dans le 22, on va aller qui voir. est une marque de jeans et qui confectionne, qui tisse déjà, qui confectionne en France et qui est complètement en coton bio. Je ne sais pas si c'est ouvert. Alors, est-ce que c'est ouvert ? Je doute. Non, c'est zut. fermé malheureusement. Bon, c'est pas grave. Et cette marque, elle a vraiment un objectif de développer des jeans, mais de manière durable et éthique. Donc, elle paye ses salariés, elle embauche des salariés en CDI, elle ne prend pas des gens, avec des contrats précaires, etc. Donc, il y a une vraie démarche éthique et durable et en fait c'est ça les marques qu'on a envie de promouvoir ici au sein de la rue du Made in France. C'est quelque part les marques qui sont réglo, qui jouent le jeu à fond et qui sont hyper transparents par rapport aux consommateurs. Et nous, je prends l'exemple des jeans, plutôt qu'acheter un jeans Levi's pour ne pas le citer à 150 €, nous on a envie de valoriser ces marques qui vont vendre un jeans à 100 €, mais tout est fait en France, ils payent leurs impôts en France. C'est pas très cher. C'est pas très cher. C'est pas très cher. En fait, souvent l'erreur, c'est on pense que Made in France c'est hors de prix. C'est hors de prix. Donc c'est l'image qu'on en a. C'est que pour une élite. Et nous aussi, le message qu'on veut faire passer via la rue, c'est que le Made in France, il est aussi accessible à Madame Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, et que en fait, pour un même prix, on peut favoriser l'emploi en France, on peut favoriser des démarches aussi qui sont respectueuses dans l'environnement, sans que ça coûte plus cher. Donc on veut vraiment sensibiliser à ça. Ça coûte pas plus cher et derrière, c'est des emplois, c'est l'environnement qui en pâtit pas. C'est du local, donc moins de transport, moins de pollution. Exactement. C'est complètement l'autre exemple. Combien de boutiques ? Alors donc on a 8 boutiques en tout. Plus de 100 marques, je crois, c'est ça ? Quasiment 130 marques. Quasiment 130 marques. Donc pendant 2 mois. En fait, pendant 2 mois. En fait, exactement. La rue est éphémère. La rue est complètement éphémère, donc c'est du 15 mai au 15 juillet. D'accord. Et on va je vous invite à aller y faire un saut parce que c'est très très sympa. On vous accueillera vraiment avec plaisir dans cette rue. Donc c'est la rue du Verbois, donc dans le 3e arrondissement et toute la rue. Voilà, les boutiques s'étalent vraiment dans cette rue-là et un petit peu sur la rue Volta. Voilà. D'accord. Alors donc, parle-moi un peu plus. Tu allais me parler de quelque chose d'autre ? J'allais te parler des brosses à dents Bioseptile. En fait, donc une entreprise qui était au bord de la faillite. Et qui en fait a été reprise par ses salariés, notamment son responsable de production. Donc petit à petit, au fil des années, malheureusement les brosses à dents sont parties à l'autre bout du monde et on a failli perdre la production de brosses à dents en France. Et le responsable de production est vraiment clairement visionnaire. C'est un monsieur qui s'appelle Olivier Remoissonnet, qui a motivé qui a vraiment mobilisé tous les salariés en leur disant si on a une démarche justement qui est pas jusque boutie, c'est pas le terme, mais au moins une démarche qui est vraiment qui est guidée par quelque chose de vraiment qui fait sens de A à Z. Et c'est comme ça qu'on va raccrocher les wagons avec le conso. Et donc, tout simplement, ils utilisent des matières recyclables pour faire leurs brosses à dents. Ils organisent aussi des collectes de brosses à dents usagées où il faut juste couper la tête et on recycle les brosses à dents. Et il a développé un super modèle qu'il a compris aussi au contact des consommateurs. C'est quelqu'un qui m'a dit, je fais jamais d'études marketing, je vais au contact des consommateurs sans cesse et c'est comme ça que j'apprends. Ils ont développé un super modèle. Ils ont développé un modèle d'abonnement. C'est-à-dire que en fait, les brosses à dents, il faut les changer tous les 3 mois. Et c'est vrai que c'est le truc auquel on pense pas. On se dit il faut que je la change et on le fait au bout de 5-6 mois et c'est pas bon pour les dents. Donc eux, ils ont développé un système très intéressant sur internet d'abonnement pour avoir sa brosse à dents. Et ce qui fait que tous les 3 mois, quand on s'abonne, on a une brosse à dents qui arrive par la poste. Système de box très à la mode en ce moment. Système de box. Donc la brosse à dents arrive dans la boîte aux lettres, on la change, on récupère sa brosse à dents usagée, on lui coupe la tête et on la renvoie à Bioseptile qui la recycle. Super. Donc on fait du bien à ses dents parce qu'on n'oublie pas de changer sa brosse à dents et puis on a une démarche aussi écologique puisque plutôt que de jeter sa brosse à dents, on la réutilise. On la réutilise pour faire des nouvelles brosses à dents. Donc c'est une super démarche et aujourd'hui ils ont quasiment 30 employés et surtout ils ont sauvé cette brosserie, ça s'appelle la Brosserie Française. Ils ont sauvé cette entreprise. Ils sont situés à Beauvais. Beauvais. Donc ils ont
tout près. Donc ils ont sauvé cette entreprise grâce à ce fait de repenser, de pas faire du marketing pur et simple et de repenser une démarche qui soit en complète transparence avec les consommateurs et une démarche sincère. En fait, c'est ça qui est hyper important. On continue à se balader ? Ouais, ça marche. Ouais, non, c'est génial. Ça fait partie des choses qui sont. Et c'est vrai que nous. Alpina, très connu. Alpina, les pâtes, ouais, complètement. Alpina Savoie, moi, je suis en tant que Savoyarde. C'est vrai. C'est une entreprise qui me tient à cœur. Et justement aussi qu'il y a une démarche qui va un petit peu jusqu'au bout des choses parce que ils n'ont pas uniquement cherché à faire des pâtes où ils marquent fabrication française. Ouais. Ils ont développé en fait une vraie filière autour du blé français. Donc ils sont en contact avec des agriculteurs qui leur fournissent le blé. Donc c'est pas uniquement des pâtes faites en France, c'est des pâtes qui aussi assurent un revenu un peu le principe de l'équitable en fait. Finalement, on est un peu équitable pour les agriculteurs. On est un peu dans cette démarche-là. Hein. Complètement, et on va voir les produits. Carrément. C'est vrai. Donc voilà, on voit sur les pâtes, vraiment filière française, fabriquée dans le respect de la terre et des hommes. C'est une démarche qu'ils ont développée depuis plusieurs années et sur laquelle ils ne communiquaient pas parce que c'était une vraie démarche d'entreprise et pas justement une démarche dans une optique de marketing et communication. Et puis bien évidemment, maintenant ils ont envie de la communiquer, mais c'est un vrai truc. Et je pense que le marketing, aujourd'hui c'est ça, c'est aussi être vrai et être transparent. Et c'est ça qui paye et plus des vieilles démarches marketing où on invente des histoires, on crée des faux trucs. Le consommateur aujourd'hui avec le digital, il est plus là-dedans, il a accès à toute l'information. Ouais. Donc on peut plus le tromper. Et franchement, le digital est aussi un truc qui sert le Made in France parce que on peut plus tromper le consommateur et la seule bonne façon de faire, c'est d'être vrai et d'être transparent avec le consommateur. Ça, c'est une marque qui est vraiment ancienne en plus, qui a une vraie histoire. Complètement, puisqu'ils sont semouliers pastiers depuis 1844. Ouais, donc c'est super, c'est super, c'est ça. Là, on est en présence de monsieur. Je voulais mettre les flyers, mais je ne vais pas vous interrompre. Non, mais venez, au contraire. C'est très informel. Juste poser les flyers. On est en présence du monsieur qui a créé le bonbon français. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous dire quelques mots. Ah, carrément, oui. Le bonbon français. Le bonbon français. Qu'est-ce que le bonbon français ? Alors, il y a beaucoup d'infos dans la marque déjà. A priori, ça raconte l'histoire déjà de ce que c'est. En fait, on a sélectionné les meilleurs bonbons de France. Donc, on a voyagé partout en France. D'accord. Et on a cherché des petits confiseurs artisanaux, des confiseries familiales, des PME. Et on a cherché vraiment à chaque fois les meilleurs de chaque catégorie. Donc on a goûté plein de calissons, on a choisi le meilleur. On a goûté plein de caramel au beurre salé, on a choisi le meilleur. Génial. Et on a fait ça pour. Tu fais quoi dans la vie ? Je goûte les bonbons. Voilà. Et je vais au sport parce que sinon. Oui, après il faut éliminer. Fatalement, c'est les vases communicants après. Ouais. Mais par contre, on est sur des recettes. Alors c'est 100% ingrédients naturels. D'accord. Ça c'est le cahier des charges. 100% obligatoire, c'est-à-dire que quand on est sur des recettes où il y a de l'additif, du conservateur, je ne goûte même pas. Je ne goûte même pas. Et donc vraiment tout ce qu'on sélectionne, c'est des choses saines en fait. Et les confiseurs eux-mêmes utilisent des ingrédients nobles. Le caramel au beurre salé par exemple est au beurre bordier. Voilà, donc à chaque fois ils essayent de trouver des très bons ingrédients pour faire une confiserie exceptionnelle. D'accord. Et donc combien de confiseries participent au bonbon français aujourd'hui ? Alors il y a dans la gamme le bonbon français 25 confiseries différentes à peu près. Donc françaises uniquement. Alors on a un qui est pas français. C'est l'ourson wallon qui est presque français. Non, il est presque français. Il est fabriqué près de la frontière française, mais il est tellement bon. C'est un ourson gélifié au jus de fruits concentré. D'accord. C'est hyper parfumé, donc c'est tellement bon que on m'avait dit ne le mets pas, et puis moi j'ai voulu le mettre. Et en fait c'est ma meilleure vente. Donc. D'accord. Il faut savoir suivre ses coups de cœur. Ouais, et puis vraiment il est bon. Mais sinon, voilà, il y a du calisson d'Aix, du nougat qui vient de Provence, du berlingot de Nantes, de la bêtise de Cambrai, de la violette de grand-mère. Classique connu qu'on a mangé dans notre enfance.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est il y a beaucoup de jeunes en fait qui mangent du bonbon à la violette ou parce qu'en fait ils veulent redécouvrir le goût des bonbons d'avant. Et tout le monde est hyper content en fait de retrouver ces goûts-là. Moi, j'ai un filleul de 7 ans qui est fan des pastilles Vichy, ce qui est assez incroyable. Des pastilles Vichy. Ouais, c'est improbable. Ouais, mais Vichy, c'est très vieillot, mais... Votre prénom? Stéphane. Stéphane. Je pense que Stéphane a mis le doigt sur un truc. C'est vrai qu'on cherche sans cesse à retrouver des choses qui sont... On est dans un monde où tout va vite, tout machin. On a besoin de choses réconfortantes. Voilà. Des choses qui nous rappellent des souvenirs. C'est une super initiative. Combien de temps ça fait? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, d'accord. Donc c'est une jeune marque. Voilà, on est distribué en épicerie fine, notamment à Paris, en province, un peu à l'étranger même. On nous trouve à la grande épicerie de Paris. D'accord. Et sinon, on travaille beaucoup actuellement avec des hôtels 5 étoiles qui proposent ça ou en bonbonnière ou comme cadeau client. Et également dans des business centers type Château Forme, où ils aiment bien offrir ça à leurs hôtes. Voilà. Super. Et c'est une super... Dans les concept stores aussi. Voilà, c'est une super initiative. Merci beaucoup. Vous êtes tout seul à faire ça? Je suis tout seul à faire ça. Wow. Ouais, donc bravo, alors voilà. Deuxième bravo. Je suis tout seul. Ah, c'est dingue, elle est très très prise. Obligé de s'éclipser en plein milieu de l'interview. On va finir très rapidement parce que je vais pas trop l'accaparer, mais vous aurez compris que c'est la rue du Made in France, que vous avez 2 mois pour vous y précipiter, que il y a vraiment de belles choses à voir ici et beaucoup de gens très talentueux. On finit rapidement, comme ça je t'accapare pas plus. Merci déjà. Merci, et je mettrai des tas de liens. Super, génial. Ça te ressemble en fait. Finalement, on se connaît depuis que quelques mois, mais ça te ressemble pas mal, avec un vrai engagement, une vraie énergie, une vraie sincérité. Et merci pour cette interview. Chouette. En tout cas, je suis ravie. C'est avec grand plaisir. Merci à toi du temps que tu m'as accordé. Et j'invite tout le monde à se précipiter rue du Verbois. Tout à fait, dans le 3e arrondissement, pour découvrir la rue du Made in France et toutes les belles marques qui sont là. Carrément. Merci. Merci beaucoup. Ciao.